Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 août et nous sommes en direct. Pour l'interview du matin, je reçois Madame la ministre Arlette Badoun-Guessant-Kouamé, présidente de l'Union des femmes du RHDP. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, hier, mardi 27 août, le 26. président, 26 août, pardon, le président Alassane Ouattara, qui a répondu favorablement à l'appel des milliers de militantes et militants du RHDP, a déposé son dossier de candidature à la présidentielle d'octobre. Hier encore, les femmes, les jeunes se sont mobilisés pour leur président. Et nous, on était à la rue Lépic et vous étiez l'une des premières personnalités présentes déjà au siège du parti. Alors, qu'est-ce qui hier vous a particulièrement marqué? Merci d'abord de m'avoir invité pour ce matin, pour débriefer de la journée d'hier. Ici, c'est chez vous. Voilà. Je voudrais dire que hier, c'était phénoménal. C'était émouvant, c'était historique, puisque de mémoire d'Ivoirien, il n'y a pas encore eu de dépôt de candidature qui a suscité autant de ferveur, autant d'enthousiasme, autant de monde pour dire d'une seule voix merci. Merci au président Alassane Ouattara d'avoir répondu positivement à ses militants, mais aussi, comme il l'a dit, à tous ces Ivoiriens épris de paix, de stabilité et de prospérité. Alors, il y avait beaucoup d'émotions hier, mais comment cela pourrait-il s'expliquer? Ben, cela s'explique par déjà le oui du président. Vous savez, les militants lui ont demandé de se porter candidat. Il a dit qu'il réfléchirait et j'étais même passé ici dire que moi je suis sûr à 100% qu'il répondrait oui, parce que le président Alassane Ouattara est un homme qui respecte non seulement les institutions, mais également qui respecte ses militants et qui respecte la parole donnée. Il a dit qu'il ne nous lâchera pas. Et moi, c'est ce que j'ai retenu du Congrès, qui sera avec nous. Et bon, pour dire, comme je l'ai dit la dernière fois, pour nous accompagner, pour continuer de nous accompagner. Et je pense qu'il fallait qu'il réponde positivement, et il l'a fait. Et donc hier, c'était une manière vraiment pour tous les Ivoiriens et pour toutes les militantes qui, en Avagadis, avaient déjà demandé en premier au président d'être notre candidat. Donc c'était pour lui dire merci. Traduit la gratitude, mais surtout lui dire qu'il peut compter sur nous et que nous allons lui donner la victoire au soir du 25 octobre 2025. Et d'ailleurs, quand il a pris la parole hier, soir après l'exercice à la série, quand il a pris la parole devant les médias, ses premiers mots étaient d'ailleurs aux militants qui se sont vraiment mobilisés. Alors, cette bienveillance-là, c'est aussi l'une des valeurs qu'il porte, qu'il incarne. N'oubliez pas que le président Alassane Ouattara, c'est un Iforchi. Un Iforchi, donc déjà, il met la femme au centre de sa gouvernance, de sa réflexion, de tout ce qu'il entreprend pour le bonheur des Ivoiriens. Et donc, c'est tout à fait normal que, bon, l'ayant soutenu depuis quelques années et aujourd'hui encore étant là pour le soutenir dans cette nouvelle marche, qu'il fasse un clin d'œil aux militants qui ont toujours été là. Alors, parlons de la mobilisation des femmes. Oui. Hier, nous, on a entendu dire, en réalité, c'était pas les hautes instances du parti qui ont mobilisé, ce sont les militants de base eux-mêmes qui ont pris cette initiative-là. Alors que la base militante vous en impose, ça veut dire qu'il y a une vraie force que vous donnez aujourd'hui à la démocratie participative. Bien entendu, la force vient du bas, des sections
Vous savez, le RHDP est très bien organisé. Il y a une structuration qui donne la parole à la base. Et donc, c'est la base qui a suscité cet engouement, qui a demandé à se retrouver, à se rassembler pour accompagner le président. Et nous l'avons suivi. Et la haute direction a suivi. Voilà. Alors, mais même à l'intérieur du pays, tout à l'heure... Oui, je disais... vous avez des anecdotes... Oui, pour faire une petite anecdote, hier après-midi, nous avons vu sur les réseaux sociaux que même à Samatigila, pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, ils se sont organisés pour faire un mouvement vers la CEI en signe de dépôt de la candidature du président Alassane Ouattara. Donc chaque militant avait la candidature du président Alassane Ouattara déposée hier. On a comme l'impression que la base s'attache encore plus au président, même quand les années passent, elle reste fidèle, elle reste prête à le soutenir jusqu'au bout. C'est ça aussi un leader. C'est ça aussi un leader. Un leader, c'est celui qui tire les autres. C'est celui qui indique la voie, c'est celui qui impacte positivement le reste du groupe. Et donc, le président Alassane Ouattara est un véritable leader. C'est un mentor. C'est la boussole. Et nous, les femmes, nous avons dit, c'est notre fétiche. C'est celui-là qui nous donne de régler pas mal de problèmes que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a relevé pas mal de défis en 15 ans. Il en reste encore, mais nous savons que ce mandat qui arrive va servir à accélérer, à renforcer les acquis, mais également à accélérer sur certains pans, sur certaines choses qui n'ont pas véritablement décollé ou qu'on croit ne pas avoir décollé, mais je pense que ça va aller. Très bien. Alors, il faut dire que toute cette mobilisation découle aussi, déjà, toute cette mobilisation autour de ce dépôt de dossier de candidature hier, découle bien évidemment des pré-congrès, du congrès et surtout de la forte mobilisation des BIMPE. Ça va rester plus que jamais dans l'histoire. Alors, les femmes... Mais il y a aussi il y a une réponse aussi à donner à nos adversaires d'en face. Bien sûr. Parce qu'il y a, qu'on essaie de faire croire que le président Alassane Ouattara n'a plus cette force de mobilisation, que les enjeux se trouvent ailleurs, les enjeux se trouvent nulle part, les enjeux se trouvent avec le président Alassane Ouattara. Et nous savons qu'il va les relever, les défis qui restent. Alors, les femmes se mobilisent toujours, elles sont toujours en première ligne quand il s'agit de mobiliser pour le président et avec le président Ouattara. Mais est-ce que la militante de base a le sentiment que sa voix porte? Bien entendu. Que ses propositions sont prises en compte par les hautes instances du parti aujourd'hui? Bien entendu. Je pense que la gouvernance du président Alassane Ouattara va jusqu'à la base avec les collectivités que nous gérons. Et donc, la militante de base fait partie de cette population que nous gérons au quotidien grâce à la politique du président Alassane Ouattara. Donc, elle est également impactée. Et donc, elle nous remonte également leurs préoccupations que nous essayons de remonter au niveau du gouvernement, et le gouvernement trouve des solutions avec la clairvoyance du président Alassane Ouattara. Donc, elles sont prises en compte. Elles sont prises en compte. Alors, vous avez sollicité donc le président qui a tenu son engagement. Oui. Maintenant, il faut gagner au soir du 25 octobre prochain. D'accord. À partir de maintenant, quelle sera pour l'Union des femmes du RHDP la première des activités à déployer sur l'ensemble du territoire national? Nous avons déjà commencé depuis l'année dernière avec la tournée de mobilisation et de sensibilisation et surtout d'installation de nos bases. Nous allons continuer, mais cette fois-ci avec une touche particulière de notes de pré-campagne, de notes de consignes pour les campagnes qui vont s'ouvrir en début octobre, et surtout
les méthodes que nous devons employer pour assurer le 1 coup KO, c'est-à-dire gagner au soir du 25 octobre 2025 avec un score sans appel. Et les femmes continueront d'être partout. Nous avons déjà investi le terrain, nous allons renforcer déjà ce week-end. Nous serons à Korogo pour lancer cet appel, pour lancer encore le mouvement, installer nos bases, mais surtout de dire aux femmes qu'il faut investir, qu'il faut rester partout avec le président Ado, expliquer son bilan, expliquer pourquoi il faut que le président soit encore à la tête du pays et quels sont les avantages de garder le président Alassane Ouattara. Elles ont compris, mais la répétition est pédagogique. Très bien. Alors, Madame la Présidente, vous êtes également Madame le maire de la commune d'Ara. Oui. Il y a que vous aviez un cahier des charges en matière de réalisation de développement dès le départ, je veux dire, très fourni. Aujourd'hui, on essaiera de faire un petit bilan quand même de ce que vous avez fait par rapport aux urgences de développement d'Ara. Où en est aujourd'hui la cohésion sociale? Bien, je crois que l'une des choses que nous avons pour l'instant, je dis pour l'instant parce que c'est des choses qui évoluent, que nous avons pu réussir avec l'ensemble des conseillers municipaux, c'est-à-dire le conseil municipal, c'est de ramener la cohésion sociale au sein de notre belle ville. Et le vivre ensemble que le président Alassane nous a enseigné, nous l'avons implémenté au niveau de la commune. Il faut savoir qu'en 2012, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, la ville d'Ara a connu sa crise intercommunautaire. C'était effroyable, c'était douloureux et il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que les choses se remettent ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ces choses faites, nous avons expliqué aux parents qu'il faut être ensemble, il faut être en cohésion pour pouvoir bénéficier des réalisations du président Alassane Ouattara. Et ils ont compris, tous les parents ont compris, que ce soit les allogènes, que ce soit les autochtones. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la cohésion sociale est une réalité à Ara. Est-ce que vous avez diagnostiqué les causes profondes de cette crise survenue en 2012 à Ara? Ben, tout est parti de rumeurs, de ressentiments, de politiciens qui véhiculent des idées reçues, des préjugés, des clichés, voilà. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il n'y a rien de mal à vivre avec l'autre qui n'est pas forcément de sa culture, qui n'est pas forcément de la terre, mais qui est venu vivre avec nous dans la commune. Alors, il y a aussi un dossier qui vous tient particulièrement à cœur, c'est l'autonomisation des femmes. Bien sûr. Où est-ce que vous en êtes? Des jeunes. Et des jeunes oui. également. Où est-ce que vous en êtes? On va commencer par les femmes. Oui. Où est-ce que vous en êtes des premiers jalons posés quand vous preniez la tête de la gouvernance municipale? Bon, quand je prenais la gouvernance, c'est vrai que mes prédécesseurs ont également œuvré dans ce sens, mais nous avons renforcé ces sillons-là en mettant les femmes en groupement, en les incitant à se prendre en charge, à entreprendre quelque chose et ne pas rester inactive. Aujourd'hui, nous pouvons dire que y a nombreuses femmes qui sont autonomes, qui entreprennent, qui renforcent les liens familiaux par leur contribution. Hein. Elles contribuent au ménage, elles contribuent à la famille. Et donc, à ce niveau-là, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie avec au moins 1 millier de femmes qui ont été soutenues dans le cadre du FAFSI, dans le cadre des actions de la mairie, dans le cadre de toutes ces actions du gouvernement avec le ministère de la Solidarité, le ministère de la Femme, qui concourt au bien-être de la femme. Il y a également les jeunes.
Également, les jeunes, c'est le même paradigme. Hein. Nous avons parallèlement œuvré à ce que les jeunes soient autonomes, qu'ils soient entreprenants. Et nous avons reçu la visite du ministre Mamadou Touré il y a quelques mois. Il a fait le point et il nous a vraiment félicités parce que nous sommes le bras séculier, le prolongement de l'action gouvernementale en commune, en collectivité. Et il a vraiment apprécié que nous ayons bien prolongé cette action au niveau des jeunes qui a donné des résultats. Donc, en clair, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui à Ara bien entendu, qui sont sortis du désœuvrement, qui sont sortis du chômage. Bien entendu, bien entendu. Il reste encore, tout n'est pas parfait, mais beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait. Je parle, puisque si on part d'une échelle, on dira qu'aujourd'hui, à 70%, les jeunes d'Ara sont quand même dans une dynamique d'activité, soit activité personnelle ou dans une activité au niveau de la fonction publique, au niveau de leur école, de leurs études et tout ça. Et c'est déjà pas si mal. Alors, pour mener efficacement vos actions, il y a que les municipalités demandent de plus en plus, et ça c'est une sorte de bras de fer avec l'État central, les municipalités demandent beaucoup plus de marge de manœuvre, notamment le transfert des compétences. Bien entendu. Alors, comment, je vais dire, jonglez-vous entre les moyens que vous avez, les moyens que vous espérez avoir et ceux que vous n'aurez peut-être jamais? Bien, je crois que la question est sur la table du gouvernement pour que le transfert soit effectif. On a transféré pas mal de compétences aux collectivités. Les moyens n'ont pas suivi pour certaines compétences qui ont été déjà mises à la disposition de ces collectivités. Et nous demandons au gouvernement que cela soit accéléré pour nous permettre d'être vraiment dans les conditions optimales de gestion pour agir. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les collectivités n'ont pas véritablement décollé parce que les ressources personnelles manquent. Pour construire un marché, aujourd'hui, c'est pas moins de 500 millions. Alors, je vois toutes les petites communes de 50 habitants, de 30 habitants. Il y a des communes de 10 à 15 000 habitants qui, je les vois très mal à trouver des ressources, 500 millions pour construire un marché. Et donc, c'est vrai qu'on nous demande de pouvoir accroître les recettes locales. On nous demande d'innover, mais la population elle-même reste encore très fragile dans ce domaine-là. Donc on demande que le gouvernement, à travers, bien entendu, le transfert des compétences et des moyens aux collectivités, puisse permettre que nous prolongions davantage l'action du gouvernement au niveau local. Alors, je prends Ara. Bientôt, ce sera le programme national de développement 2026-2030 qui sera déployé. Est-ce que les collectivités locales auront vraiment l'attention de l'État, une meilleure attention de l'État par rapport aux réalisations? Le président de la République nous l'a promis par la voix du vice-président, Ayam Sokro. Et donc, nous faisons notre part en renforçant nos capacités de ressources personnelles sur le terrain. Et nous pensons que le gouvernement, à travers ce PND qui est en train de se faire, va penser à nous mettre vraiment à l'abri, assez de moyens. Et à l'abri des besoins. À l'abri des besoins. Parce que les besoins des populations, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas et le maire est considéré comme
le père, la mère, le frère, l'oncle. Et en même temps une institution d'assistance sociale. Une institution d'assistance sociale, si vous imaginez le nombre de cas sociaux que nous gérons par jour, par mois, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc il faudra encore plus de social. Il faudra encore plus de social. Il faudra encore plus de social. Nous avons déjà renforcé au niveau infrastructurel les infrastructures de base. Il faut faire encore plus. J'ai bien aimé la mise en œuvre de l'AMU, c'est ça? Voilà. CMU. CMU, pardon. Voilà, de la couverture maladie universelle. Voilà, qui va permettre aussi de pouvoir prendre en charge pas mal de besoins de la population en matière de santé. Alors, quand vous preniez la gouvernance municipale d'Ara, il y avait une vraie urgence, c'était la gestion des voiries. Il y avait une vraie urgence dans tous les domaines, pas seulement de la voirie. Ouais. Tout était à refaire. Vous savez, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est passée tout dernièrement avec le premier maire qui expliquait en 1986 dans quel état il a pris cette commune dite rurale et qui tout était à refaire, tout était à faire, pardon. Et avec l'ensemble de ses conseillers municipaux et avec l'aide du gouvernement à l'époque, ils ont pu quand même faire ce qu'ils pouvaient. Déjà l'assainissement, les voiries, le renforcement de l'adduction en eau potable, le renforcement de l'électricité, au niveau des écoles. Tout ça avait été fait. Mais nous avons, dans l'aps des 10 ans de crise militaro-politique ici en Côte d'Ivoire, nous avons régressé et tout était à refaire. Tout était à refaire. Les voiries, les infrastructures, les écoles, l'éducation nationale, tout était à refaire. La santé. Nous avons un hôpital général depuis que nous sommes département. Nous sommes chef-lieu, la commune d'Ara est dans le département d'Ara. Très bien. Et donc, nous avons hérité du centre de santé urbain qui a été érigé en hôpital général, mais qui est resté centre de santé urbain. Il faudra que les choses évoluent aussi de ce point de vue-là. Que les choses évoluent, que les infrastructures suivent, que nous n'avons pas un certain nombre de services encore dans cet hôpital. Nous n'avons pas de laboratoire, nous n'avons pas de cabinet dentaire, d'ophtalmologie. Le bloc opératoire que nous avons pu sauver, ouvrir, est tombé en panne après un incendie. Depuis 2 ans, nous n'avons pas de bloc opératoire. On est obligé de référer tous les malades, soit à Bengourou et depuis un certain moment à Zopé. J'espère que le ministre Demba suit votre interview. Oui, il suit. Je suis avec lui et j'en viens d'ailleurs. Et nous sommes en cours de renforcement de ce plateau-là avec l'arrivée du matériel. Déjà, il y a eu la réfection des bâtiments, la construction de certains bâtiments pour répondre aux normes d'un hôpital général. La radiologie va s'ouvrir bientôt avec l'installation du matériel qui est arrivé. Le bloc opératoire aussi va s'ouvrir pour le bonheur des populations. Et les autres suivront crescendo. C'est pour ça que nous demandons à la population de nous faire confiance, de faire confiance au président Alassane Ouattara. Et surtout d'œuvrer pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire en passant par Ara. Et justement, j'allais vous demander, ce sera ma dernière question pour fermer cette interview. Pourquoi est-ce que, on prend 2 raisons, pourquoi est-ce que Ara devrait choisir le président Ouattara? Bien, je pense qu'on l'a suffisamment dit. Vous savez que le département d'Ara, à l'instar de tout le Moronou, est la première boucle du cacao. Et donc, nous avons servi la Côte d'Ivoire. Nous avons permis que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire à travers les ressources du café cacao. Et donc, aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est souvenue d'Ara. Il est temps que nous lui permettons de nous rendre ce que la Côte d'Ivoire nous doit.
Et donc, qu'on puisse permettre au président, il a déjà commencé, je viens d'annoncer un certain nombre de choses. Depuis que nous sommes là, c'est une quarantaine de salles de classe au niveau du primaire que nous avons déjà réalisées pour renforcer l'accueil des enfants. Nous avons réhabilité pas mal d'infrastructures. Nous avons construit beaucoup d'autres pour que la vie soit un peu plus facilitée. Et donc, nous leur demandons de faire confiance encore au président Alassane Ouattara pour que ce qui a commencé puisse être achevé. Je vous remercie. Merci Là, beaucoup. je recevais Madame la ministre Arlette Badou Nguessan-Kouame, aujourd'hui présidente de l'Union des femmes du RHDP. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée de travail à vous Merci. et belle journée. Merci à vous aussi. Merci.